premières armes de recherche. C'est aussi très impressionnant, même quand on est professeur et un peu habitué à intervenir devant des publics étudiants ou des conférences, de parler dans le micro d'une part, oui. Et devant son ancienne directrice de thèse. Voilà, on reste toujours un peu au fond de soi, un enfant et un doctorant. Et puis, il y a également dans la salle d'autres doctorants avec qui nous avons fait nos armes. J'espère ne pas être trop impressionné. Alors, je vous parlerai effectivement un petit peu de recherche, de ma propre recherche, mais finalement assez peu, puisque le sujet qui va nous occuper ce soir, c'est celui des données personnelles de santé, et qui relève évidemment beaucoup de ce que j'ai pu construire au CHU de Toulouse. On va en parler dans plusieurs dimensions, mais finalement de manière beaucoup plus large aux données qui sont mon cœur de métier de chercheur, aux données personnelles de santé, et puis des exploitations, des risques qu'elles présentent. D'où ce titre qui se voulait évidemment un peu provocateur, faisant référence à l'actualité récente. Parlons données personnelles de santé, on verra comment peut-être la santé préfigure une réflexion plus générale sur les données personnelles en particulier. Et comment eh bien, on va peut-être du risque de prise en otage informatique jusqu'à les modalités qui pourraient permettre de remettre en circulation ces données pour alimenter notamment la médecine de précision dont je prendrai évidemment Anne l'a dit peut-être, non, j'ai aussi d'abord passé une large partie de ma carrière de chercheur aux États-Unis. Le concept de transparence y est très développé, et puis j'ai beaucoup d'interactions avec le monde économique, le privé, donc il convient de faire état de ces différentes interactions. Je suis ravi de répondre à vos questions. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'ensemble de ces interactions, eh bien, elles sont contractualisées par l'université des normes qui nous ont et qu'aucune de ces interactions n'influence une activité de prescription, ni de médicaments, ni de dispositifs médicaux, puisque je n'en ai pas. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est finalement, en bon professeur, en bon élève, de suivre exactement le titre que je vous ai proposé, d'aller de la prise, du risque de prise en otage informatique jusqu'à la mise en circulation des données pour alimenter une médecine de précision. Alors on pourra débattre de ce terme, peut-être une manière de dire ce que peut-être pourrait être la médecine de demain, et en tout cas au cœur de ces deux parties, de cette mise en circulation, les données personnelles de santé. Je vous propose ce soir une méthode peut-être un peu différente, c'est d'utiliser des sources publiques, des sources, j'ai mis quelques références, des sources auxquelles vous avez accès, et puis d'initier notre échange à partir de peut-être leurs commentaires. Quelles sont ces sources? Eh bien, ce sera des articles de la presse nationale, des ressources de données, c'est bon, on va parler de données, des données qui sont publiques, peut-être que ces ressources nous interrogeront. J'essaierai, avec la réflexion qui est la mienne, d'ouvrir quelques questions qui pourront faire l'objet de questions. En tant que professeur, j'utilise des cours. Ces cours sont souvent publics, et aujourd'hui, cette publicité des cours, eh bien, elle prend souvent la forme de vidéos qui sont sur Internet. Alors si elles ne sont pas mises de ma propre initiative, les élèves s'en chargent largement et rediffusent les cours, voire parfois ils tweetent pendant même les cours, attribuant des bons points aux jeux de mots ou aux blagues que j'ai pu faire. Et puis c'est également des publications, sans mauvais jeu de mots, ou des projets de recherche publique qui sont effectivement au cœur de l'utilisation des données, qui eux aussi, à leur manière, désignent un futur de pratique de la médecine qui utilise des données. Alors allons-y, première partie, comme annoncé, données personnelles de santé, du risque de prise en otage informatique. Et c'est peut-être finalement la première idée qui nous vient à l'esprit parmi beaucoup d'articles de presse extrêmement récents. Eh bien, vous avez certainement entendu parler des nombreuses cyberattaques, cryptolocages, alors des établissements de santé, parfois contre rançon. Alors on peut évidemment s'interroger sur les moyens qui sont l'état de sous-investissement chronique de nos établissements de santé publics, mais également privés, dans les moyens, l'infrastructure informatique qui sont les leurs. Bien
ça met en danger l'activité de ces hôpitaux. J'ai une affection toute particulière pour France Info, et donc France Info nous disait encore récemment que 2 semaines après la cyberattaque, l'hôpital de Versailles en était encore réduit à utiliser le papier et le crayon. Du simple fait de l'accessibilité de l'information de santé pose un problème. Mais c'est peut-être au-delà de ça aussi une manière d'interroger notre culture technique, notre culture informatique, finalement notre culture de ces données dont on prend un peu conscience qu'elles sont importantes, mais finalement on ne sait pas trop pourquoi. Et peut-être de réfléchir aussi sur les mots que l'on utilise. Traditionnellement, une attaque, elle cible plus particulièrement sa cible. Et je trouve que là, finalement, ce sont des virus qui sont largement diffusés, sans véritablement cibler un établissement qui serait particulièrement vulnérable. Donc les pirates n'ont pas ciblé l'établissement, peut-être même pas le pays, et à coup sûr, ils se trompent sur les montants des richesses disponibles dans les hôpitaux pour demander une rançon pour relibérer les données. Alors, ces cyberattaques dans les hôpitaux, c'est peut-être pas simplement les hôpitaux. Et dans une autre source, peut-être un peu moins vue, le courrier des maires, je trouvais particulièrement intéressant l'utilisation qu'ils avaient d'une carte en open source qui recense à la fois les cyberattaques qui ont concerné les hôpitaux, mais aussi les collectivités locales, comme si ces deux symboles du service public souffraient d'un même mot, celui finalement d'une prise de conscience encore tardive de l'importance de leurs outils informatiques et de leur vulnérabilité. Ça en fait des cibles, et ça permet aussi peut-être de dénoncer ce qui est parfois un réflexe, on peut dire, on appelle un peu pompeusement la notion de santéisme, c'est-à-dire faire de notion de quelque chose qui toucherait à la santé, quelque chose de particulier, quelque chose de spécifiquement ou compliqué ou particulier. Moi je trouve qu'il est intéressant, certes, de voir les particularités de la santé, mais aussi de les relire dans une certaine continuité. Et donc ce sont beaucoup de ressources comme ça, publiques, d'articles, qui doivent interroger notre acuité, peut-être nos pratiques de demain, et celles de nos futurs soignants, celles des étudiants dont, avec l'ensemble de mes collègues, nous avons la responsabilité de préparer leurs pratiques dans les années qui viennent. Et j'ai toujours été assez frappé, finalement, du peu d'inventivité de leur formation en informatique, voire de l'absence de prise de conscience de l'importance, de la place qu'elle prend déjà l'outil numérique dans une pratique de soins. Et donc, je m'étais simplement pas refusé l'ambition de peut-être vous partager des diapositives, des enseignements dont bénéficient les étudiants de la faculté de médecine de Nantes, et bien vous retiendrez peut-être cette dictée des ICT, qui sont finalement quatre notions toutes particulièrement importantes quand on parle de sécurisation des données ou d'enjeux tout simplement des systèmes d'information qui mettent à disposition ces données. DICT, D comme disponibilité, et bien souvent ces données, en particulier dans le soin, elles doivent être disponibles à la demande. Il s'agit de données ou de services, et donc accessibles rapidement et régulièrement. Il s'agit du I de intégrité, en bas à droite. Et bien effectivement, la donnée de santé doit être disponible sous forme intègre. Il s'agit bien de donner accès à la bonne donnée, le bon service pour un usage particulier, pour un usage qui est défini. Comment est-ce qu'on va regarder l'altération des données, les erreurs qui peuvent être faites dans les requêtes de ces données, et puis sur des temps plus longs, peut-être comment on archive ces données, quelles sont la mémoire des actes et des enregistrements qui ont été faits dans le soin. DICT, dictée, c'est comme confidentialité, les données de santé, c'est pas des données qui sont facilement ouvertes. C'est pas open. Et cela concerne non seulement le patient et le respect de la vie privée, donc ça, en général, on se figure tous nous-mêmes comme des patients, mais cela concerne aussi les utilisateurs de la donnée de santé. Le soignant pour lequel on va finalement pénétrer aussi l'intimité de son activité professionnelle. Et puis pour les établissements, il s'agit de savoir qui est autorisé à avoir accès à quelles informations. Dictée, avec le T de traçabilité, on rend des comptes
comment est-ce qu'on est capable de vérifier l'identité, qui a accès, comment on a accès à la donnée de santé. Et cette traçabilité, qui relève de la notion de preuve, d'authenticité, eh bien, c'est aussi la confiance qui se crée à travers ces relations et ces échanges d'informations entre soignés, soignants et les établissements dans lesquels ils exercent. Et vous voyez en bas de cette diapositive le vieux Hippocrate de Cos, dont on a retenu essentiellement le serment d'Hippocrate. Bien dans ce serment d'Hippocrate, que toujours avec beaucoup d'émotion, je fais prêter à mes anciens, mes étudiants en médecine qui deviennent par là médecins, bien ils disent admis dans l'intimité des foyers, je tairai les secrets qui me seront confiés. Et ce serment d'Hippocrate, cette injonction dont on a retenu souvent la formule latine primum non nocere, d'abord ne pas nuire, eh bien, elle résonne jusqu'à nous, jusqu'à ce 21e siècle et ses pratiques numériques. Eh bien oui, également, dans nos pratiques numériques, dans la légèreté peut-être avec laquelle on les pratiquerait, eh bien, il y a une possibilité de nuire au patient. Donc voilà, pardon d'avoir été un petit peu long sur cette diapositive, mais il me semblait intéressant de pouvoir partager avec vous l'actualité de comment on sensibilise, on forme nos futurs soignants, les 1317 étudiants que nous avons en première année de médecine et de santé à Nantes, à ces questions de sensibilité des données de santé. Encore une fois, ça répond à un enjeu. Il y a une chose dont on est certain, d'ici 30-40 ans, leur pratique médicale, leur pratique de soins, elle sera pétrie de relations avec les données, de relations avec l'informatique, et c'est déjà quelque part le cas. Alors la complexité de ces termes, des techniques qu'il y a derrière, pourrait finalement nous donner souvent l'impression, peut-être le désir que nous avons de croire que ce n'est qu'un problème technique. C'est un problème de taille d'ordinateur, de vitesse de calcul, de type d'algorithme qu'on utilise. Et puis, je vous le dirai tout à l'heure, mais j'ai mis en place à Nantes un service hospitalier très particulier, la clinique des données. Et cette clinique des données, elle a pour mission de remettre en circulation les données qui sont issues du soin. Nous avons maintenant 4 ans de recul sur ce travail. Et très souvent, la première question que les collègues nous posent en disant mais comment est-ce que vous avez fait, souvent très vite on vient sur le terrain technique. Et souvent je dis non, c'est pas un problème technique, c'est d'abord un problème peut-être un peu autre que technique. Et ça c'est peut-être le fruit d'une réflexion plus générale. Alors je la partage avec vous puisque je m'en étais fait l'écho dans les colloques de la Tribune en mars 2021 pour dire très bien, il y a un cyber-risque de la santé, mais que ce n'était pas finalement si nouveau que ça. Les gouvernements avaient annoncé un plan d'investissement à renfort de millions dans l'infrastructure de santé, mais ce n'est pas qu'un enjeu technique, c'est aussi un enjeu de culture au sens le plus large du terme. Et donc dans cette tribune, je disais bien ce cyber-risque, c'est aussi un enjeu de culture, avant d'être un enjeu de technologie. Le fameux primum non nocere, il s'applique effectivement aux manières dont nous protégeons des données qui sont devenues toutes digitales. Donc je crois qu'il faut être particulièrement sensible à des faux raccourcis qui seraient des raccourcis techniques, comme si un investissement dans un objet technique allait suffire à régler les problèmes. C'est aussi un enjeu de prévention de ces techniques, ce que nous avions dit dans les préoccupations. Je vous ai sorti aussi un petit dessin qui peut-être aussi relève des fausses représentations que l'on peut avoir de ces données. C'est là aussi de vous éclairer un peu ce soir. Mais on entend parfois un peu ces métaphores que les données seraient le pétrole du XXIe siècle ou une mine d'or. Là, c'est peut-être des analogies qui sont un peu fallacieuses ou qui sont peut-être de fausses pistes. Et donc je pensais également vous partager, peut-être ne pas avoir peur d'avoir des définitions, en tout cas ce sont celles que nous donnons à nos étudiants dans le domaine de la santé, pour dire qu'est-ce que c'est des données massives dans le domaine de la santé. Alors des définitions, on en trouve beaucoup, elles sont souvent différentes en fonction des disciplines, des contextes qui sont mobilisés.
Je voudrais avec vous retenir 3 caractéristiques de ce que l'on appelle des données massives, ou du big data dans un mauvais anglais. Le premier point, c'est qu'il y a d'abord une rupture. Il y a une rupture dans la volumétrie des données que l'on manipule, auxquelles on a accès, que l'on peut perdre ou que l'on peut partager. Donc, le premier élément d'attention, effectivement, quels que soient les domaines où la taille des données mises en jeu, le volume des données mises en jeu peut différer, il y a quand même toujours une notion de rupture. Il y a un avant, un après. Et en fonction des sous-disciplines dans le domaine de la recherche, eh bien, dans le domaine de la génétique, c'est plutôt à la fin des années 90 qu'on connaît cette rupture. Ça ne rentre plus dans les fichiers Excel. Dans l'imagerie, c'est la même chose. Ils connaissent également aussi l'explosion des données disponibles, et puis cela ira progressivement dans d'autres endroits. Donc, premier point, la volumétrie. Deuxième point, peut-être un peu particulier, c'est la non-intentionnalité des données. Dans le soin et dans la recherche biomédicale au sens large, depuis Claude Bernard, je n'ai pas forcément pensé spécialement de référence philosophique, mais on a cette tradition dans le domaine biomédical de construire un dispositif expérimental qui permet d'acquérir les données sur lesquelles on va travailler. C'est une hypothèse qui conduit à un dispositif expérimental et on maîtrise le cadre dans lequel les données sont produites. Ça, c'est un peu particulier au domaine biologique ou médical. Et on a un peu perdu de vue que dans le domaine de la recherche biomédicale, effectivement, on avait collecté des données pour faire de la recherche. Mais quand les données viennent de l'activité de soins, ces données ne sont pas produites pour faire de la recherche. Elles sont produites grâce aux soins. Elles sont même remboursées grâce à notre système de solidarité économique, financière, qui permet aux uns et aux autres, à travers des systèmes publics et privés, de financer le soin. Donc peut-être cette particularité dans le domaine du soin de la santé, il y a une intentionnalité particulière au niveau des données, en particulier quand elles viennent du soin. Et puis, peut-être encore plus délicat, c'est la grande variété de la typologie des types de données qui sont disponibles dans le domaine de la santé. Et pour cela, on peut là aussi essayer de se donner quelques cadres et de faire 2 distinctions. La première distinction, c'est de les définir par source. Alors, il y a évidemment des données qui viennent de l'hospitalisation, des consultations, des activités de soins standards. On peut penser au diagnostic, au traitement, à la biologie, à l'imagerie, à la génétique. Il y a des données qui relèvent plutôt de la consommation des soins. Et nous avons en France la chance formidable d'avoir un système centralisé qui collecte l'ensemble des données de consommation de soins pour mieux les rembourser. Donc, on a accès à l'ensemble des 1,2 milliard de feuilles de soins qui sont à la base du remboursement. Ce sont les données de l'assurance maladie. Plus récemment, et on les met parfois en avant comme la source majeure de données massives en santé, eh bien, sont des objets connectés. Ces objets ils viennent finalement de l'effondrement de la capacité à enregistrer des données. Avant, vous voyez, on retrouve un peu cette figure de rupture, avant ça coûtait cher d'enregistrer des informations. Maintenant, ça coûte pas cher. Et ce coûte pas cher fait qu'on peut être en fait enseveli sous les données, et puis après, vous faites décliner ça comme vous voulez, soit dans le domaine médical, avec des tensiomètres, des implants cardiaques qui sont capables de cracher de la donnée médicale en continu, et peut-être aussi dans le domaine non médical. Votre montre, votre téléphone collecte aussi des informations, et puis on a toute une foultitude, y compris une personne connectée, qui aussi est capable de collecter, d'enregistrer des données à moindre coût. C'est là encore une autre source de données massives. Il y a plus traditionnellement des données qui sont produites à des fins de recherche, particulièrement dans le domaine de l'omique, de la génomique, et qui se multiplient dans beaucoup d'autres domaines. Puis il y a aussi d'autres données, de sources à grande échelle, données sociodémographiques, géographiques, parfois météorologiques, qui peuvent trouver leur pertinence dans les données de santé, qui sont elles aussi une source de massification par croisement. Donc vous voyez que dès qu'on commence à penser à la santé, ce qui peut être pertinent pour le soin a une très grande étendue de diversité par les sources. C'est vrai également par les structures. On peut avoir des données qui sont ce qu'on appelle structurées. Bien, ce sont toutes les valeurs, en particulier les valeurs biologiques qui sont produites dans l'activité de soins. Ce sont également des données génétiques, elles relèvent des polymorphismes, des variations des 3,2 milliards de paires de bases dans le génome humain. Et puis c'est aussi
les données du programme du PNSI, donc l'activité médicale, depuis les années 70-80, fait l'objet d'un codage, on a des données structurées. On sait quelle valeur on attend. Ce qui s'est aussi développé sont des données non structurées. Et par exemple, ce sont du texte libre qui devient disponible à l'analyse. Là aussi, c'est une rupture. On donnera quelques chiffres tout à l'heure pour fixer les ordres de grandeur, mais on commence à avoir accès à du texte libre issu, enregistré pendant ou à l'issue de la consultation médicale. Eh bien, ce sont ces textes qui font l'objet d'algorithmes de TALM, de traitement automatique du langage. Et puis, vous pouvez multiplier ça dans beaucoup de signaux biomédicaux, les électrocardiogrammes, les électromyogrammes, et les images avec les scanners. Cette massification, cette rupture dans la massification, cette diversité, il me semble, on pourra peut-être en débattre, qu'on n'y fait pas assez attention. Peut-être même jusqu'aux législateurs, et je voulais sortir un petit peu du champ de la santé pour vous donner quelques exemples. Cet exemple-là, on pourra peut-être en parler sous forme de question, nous l'avons utilisé dans une publication récente. Il s'agit d'utiliser un fichier massif, nominatif, comme on n'imagine peut-être pas qu'il en existe, mais vous avez à disposition sur Internet, et j'ai dû mettre les liens, en tout cas vous les retrouverez facilement. Il existe un fichier de plus de 15 nominatifs, de plus de 15 millions de personnes avec leur date de naissance, leur date de décès, leur nom, leur prénom, éventuellement leur nom secondaire ou leur nom d'usage. C'est légal, c'est absolument légal, et pourtant peut-être qu'on a raté un passage. Le passage qui était celui du tableau en liège de votre mairie où les fiches d'état civil étaient épinglées à votre village ou Internet faisant du monde un village où finalement on peut épingler de manière massive 15 millions de notifications de décès, et c'est effectivement une source de données nominatives publiques et qui sont accessibles en open data, en ouvert. Je suis sûr que Anne ne manquera pas l'occasion de nous interroger, de nous interpeller sur les questions de sciences ouvertes. Mais voilà un exemple, et peut-être, même si on l'a utilisé pour des projets de recherche, est-ce qu'il n'y avait pas des questions à se poser sur la massification de ces données qui deviennent réutilisables? Je vous ai pris deux autres exemples là aussi pour pouvoir en discuter, pour en avoir évoqué avec les services de l'État qui s'en occupent. Moi, dans la pratique des données à grande échelle, avec cette clinique des données du CHU de Nantes et toutes les données qui lui sont confiées, quand je découvre un outil qui s'appelle DVF, données de valeur foncière, eh bien, nous découvrons, avec l'exactitude qu'on pourrait questionner, mais qu'en tout cas, on a à disposition, vous pourrez le tester, vous pouvez le tester actuellement, eh bien, on a à disposition par l'adresse exacte des transactions immobilières dans les 5 dernières années. Donc vous pouvez voir combien et quand votre voisin ou un bien immobilier dans votre quartier a été cédé. Puis un autre exemple qui aussi pourrait nous interpeller quand on sait l'importance qu'a pris les antennes de télécommunication, eh bien l'ensemble des antennes et leur emplacement, leur type, est aussi une information qui est publique. Et qu'elle soit publique ou un par un n'est pas la même chose qu'elle le devienne de manière absolument massive. Donc là aussi, peut-être que la réflexion qu'est la nôtre, le serment d'Hippocrate qui résonne jusqu'à nos oreilles, doit nous interroger aussi sur cette massification et les données. Alors, d'autant plus que quand on parle de données personnelles, de données anonymes, il y a souvent une confusion que l'excellente CNIL clarifie parfaitement. Quand on parle souvent de données anonymes, on a confusément en tête l'idée qu'il s'agit de problèmes d'identification des individus à la source de ces données. Et pour autant, on se dit, bah oui, quand il n'y a pas de nom, quand il n'y a pas de prénom, c'est des données anonymes. Moi, c'est pas vrai. C'est des données que la CNIL et qu'on doit qualifier de pseudonymes. La vraie question, c'est la question du caractère identifiant des données. Soit directement, effectivement, un nom, un prénom, une date, sont des informations qui sont souvent des informations biométriques, sont des informations qui sont directement identifiantes. Elles permettent de remonter directement à l'individu, à la source des données. Mais finalement, une combinaison d'informations plus simple
permet aussi d'identifier une personne parmi une foule ou dans un groupe. Bien ce soir dans l'Assemblée, qu'un seul homme avec un pull rouge et une bande noire, et vous aurez probablement déjà reconnu que le pompier de service qui assure, et nous le remercions, la sécurité de cette pièce, eh bien, a des caractéristiques qui sont en elles-mêmes pas spécialement identifiantes et qui pourtant, vous l'avez tous reconnu. Et donc l'opération qui consisterait à anonymiser une donnée consiste non seulement à enlever le nom et le prénom, mais aussi à démontrer l'impossibilité de revenir à l'individu qui est à l'origine des données. Et cela doit nous interroger dans nos pratiques de transmission des données. Est-ce qu'on a besoin, finalement, de faire circuler les informations qui sont réidentifiantes? Et c'est finalement le principe de parcimonie qui s'applique, qui résonne, et qui doit peut-être interroger nos pratiques de circulation des données. Et donc c'est peut-être ce principe de parcimonie qu'il faut mieux enseigner. Certains y trouveront une résonance quasi écologique dans nos pratiques. Donc vous voyez que dans ces données, il y a peut-être des réflexes que nous n'avons pas ou des notions qui n'étaient pas suffisamment précises, et puis on laisse peut-être cela passer, y compris dans les textes qui autorisent la mise à disposition massive de données. Alors, après cette introduction, évidemment, qui insiste et qui parle des risques et des situations un peu difficiles, il faudrait peut-être pas perdre de vue l'opportunité d'une mise en circulation des données pour la médecine, mais pour finalement créer de la valeur, inventer de nouvelles pratiques, évaluer les pratiques qui sont les nôtres. Et là encore, parce que je pense que ça fait partie de nos fonctions aussi d'universitaires, peut-être que j'ai été élevé comme ça en tant que jeune doctorant, eh bien, je crois qu'il est important de prendre la parole dans les médias nationaux, et avec un collègue franco-américain, dans les colonnes du Monde, en octobre 2021, je m'étais écrié « Nous sommes des naïfs de la donnée ». Pour traduire le sentiment profond qui est le mien, sans fausse humilité, c'est vraiment, moi qui suis peut-être un professionnel de la donnée de santé, c'est quand même le sentiment qui est le mien. C'est qu'en fait, je joue avec des outils technologiques, mais peut-être que je rate les enjeux profonds de la manipulation, de la transformation, de la circulation de ces données. Et c'est peut-être un pari que je voudrais faire avec vous ce soir. Dans 10 ans, dans 20 ans, les générations qui nous succéderont diront « mais c'était quand même pas très raisonnable là, dans les années 2020. Ils laissaient circuler de l'information personnelle un peu partout, ils étalaient leurs revenus sur Facebook, et puis les entreprises recyclaient leurs données sans trop leur dire, ils créaient de la valeur avec, quand même c'était pas très sérieux à cette époque-là. Mais peut-être qu'effectivement, nous ne sommes pas nous-mêmes si attentionnés à l'usage de ces données. Peut-être qu'on ne fait pas assez de distinction. Et puis, je vais donc peut-être reprendre un peu ces classifications, ces indicateurs que peut-être pour regarder ces enjeux de données, grâce à l'ensanté de manière peut-être un peu plus précise, et bien utiliser ce que nous partageons avec les étudiants de médecine. Traditionnellement, quand on parle de données, on pense évidemment aux données d'essais cliniques. Et on les connaît tous pour leur importance, puisque c'est à partir de ces données que l'on décide de mettre sur le marché un médicament dont on a prouvé avec une scientificité importante, mais finalement assez réduite, l'efficacité. Ce sont les fameuses données d'essais cliniques qui nous étaient si difficiles d'obtenir dans un temps court au début de la crise Covid. On a aussi des données qui viennent des cohortes, des registres, et donc là encore, ce sont des dispositifs souvent un peu anciens à notre échelle, qui collectent systématiquement des données dans le domaine de la recherche biomédicale, et parfois à haute dimension. Et puis l'enjeu qu'elle montre aujourd'hui, c'est de finalement bénéficier d'une source de données qui est beaucoup plus grande. L'ensemble des données issues du soin. On a parlé tout à l'heure des données du système national des données de santé, qui sont issues du remboursement du soin. Eh bien, c'est bien 1,2 milliard de feuilles de soins. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces données? Qu'est-ce qu'on pourrait refaire de ces données? Est-ce qu'on ne peut pas les recycler, les réinjecter, peut-être mettre en question les données qui sont issues de la recherche? Et bien là, on fait un usage non intentionnel, un usage secondaire à des fins de recherche. Et c'est pourtant extrêmement intéressant.
sont pour le coup des données des populations réelles. Ce ne sont pas des populations qui ont été sélectionnées pour correspondre aux critères d'inclusion d'une étude. Elles sont souvent lacunaires parce qu'elles sont collectées dans le feu de l'action. Un exemple fameux est de dire que quand les patients passent aux urgences, on a rarement leur poids. On n'a pas forcément le temps de noter, de peser, de mesurer les patients. Donc les informaticiens, quand même, ils ont essayé des données manquantes dans le dossier des patients. Oui, mais enfin, l'informaticien, il faut qu'il vienne voir comment ça se passe aux urgences, ça tient de nuit, c'est difficile. Ce sont aussi des données pour lesquelles la question qu'on va leur poser n'a pas précédé la collecte de ces données. Donc ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui aurait interrogé Claude Bernard. Et on a certainement des tailles beaucoup plus grandes, finalement très ouvertes, à coût extrêmement faible, via un collecte de données. Et paradoxalement, à mesure que ces données issues du soin deviennent réutilisables en grand nombre, on va dire en très grand nombre, pour évaluer, faire évoluer les pratiques, leur intentionnalité, leur but premier, le contexte dans lequel elles reste celui du soin, et paradoxalement, elles réclament finalement beaucoup plus d'interrogations sur comment est-ce qu'on peut les interpréter, toujours avec beaucoup de prudence. Ces données, là aussi, à quoi ça sert finalement? Ça sert à plein de choses, encore faudrait-il dire à quoi ça peut servir. Donc je vous propose, et je propose également aux étudiants, on pourrait imaginer d'autres typologies, 7 grands usages des données massives du big data dans la santé. Le premier n'est peut-être pas très spécifique au domaine de la santé. Elles sont utilisées à plusieurs niveaux pour piloter le système de soins. Et c'est quand même une grande chance de pouvoir disposer de données pour piloter le système de soins, comprendre son fonctionnement, voir sa dérive, qu'elle soit économique ou en demande de soins. De manière un petit peu différente, c'est aussi utilisé pour faire des sous-groupes. On pense la santé à l'échelle des populations. La Cascovie nous a aidé à redonner toute sa noblesse à la dimension populationnelle de la santé. On pense souvent à l'individu. Et entre la population et l'individu, il y a des sous-groupes. Et ces sous-groupes deviennent plus faciles à décrire avec ces usages de la donnée. On va essayer d'identifier des sous-groupes de population qui ont des particularités de leur pathologie, ou bien qui ont des besoins sanitaires plus particuliers. L'un des usages peut-être les plus frappants, c'est de voir comment ce big data, ces données, émergent dans la relation entre soigné et soignant. Il apparaît pour moi dans une triple forme, dans la capacité à utiliser des données pour prescrire, voire à prescrire l'obtention de données elles-mêmes. Vous avez peut-être besoin d'un examen complémentaire plutôt que d'un médicament supplémentaire. Ça permet, et puis je conclurai là-dessus tout à l'heure, de comparer les patients entre eux, une forme de solidarité qui passe par la comparaison de données. Et peut-être plus que de prédire, cela permet d'anticiper éventuellement ce qui peut arriver, non seulement mettre en place des actions préventives, mais aussi de mesurer l'incertitude. Dans le domaine de la santé, on est particulièrement confronté à une grande variabilité à tous les étages. En miroir de cette éruption des données un peu froides dans la relation entre soignés et soignants, comme un nouveau pôle quantitatif objectif, je pense qu'on peut aussi mettre à part, ce qui est peut-être, en tout cas pour moi, un risque, de laisser le patient seul face aux données. Que ce soit sur Internet ou ailleurs, est-ce que ce ne sont pas finalement des données qui sont trop accessibles ou non évaluées, qui effacent finalement peut-être la garantie de ce qui relève de la santé, du bien-être, la validation de l'information. Et puis c'est peut-être un outil qui transforme la perception des patients sur leur propre santé. Cinquième élément, ce big data, il est particulièrement intéressant pour détecter des événements anormaux. Alors ça peut faire peur comme ça, mais effectivement, quand on met un médicament sur le marché, on a exposé à une nouvelle molécule un nombre finalement restreint d'individus. Comment est-ce qu'on peut savoir s'il n'y a pas des événements, certes rares, mais potentiellement graves, qui affectent des individus dans une population plus grande? Eh bien, c'est peut-être à travers ces données massives qu'il est possible de mieux l'analyser. On peut penser à beaucoup d'exemples d'effets médicamenteux qui ont été mal étudiés ou mal anticipés. Mais c'est vrai de manière générale dans la pharmacovigilance, mais aussi dans l'apparition de bactéries multirésistantes, des questions
d'hygiène plus globale des laboratoires et des populations. C'est évidemment une nouvelle source de données pour la recherche, avec ce que j'appelais ici une épidémiologie du XXIe siècle, c'est-à-dire une épidémiologie qui se nourrit de données qui n'ont pas été faites pour faire de la recherche, mais dans ses réflexes méthodologiques, dans sa réflexion sur les biais, eh bien, elle va être particulièrement pertinente à se nourrir de ces données, avec un paradoxe peut-être, on passe finalement d'une période où on avait peu de données, c'était la disette, à finalement une pléthore de données, et donc peut-être changer un peu de pratique. Et puis ce sont aussi des données qui deviennent disponibles pour la formation, voire pour l'évaluation des étudiants, pour peut-être faire de la formation personnalisée, là où nous ambitionnons de faire une médecine qui est plus personnalisée. Quand on pense à toutes ces applications, très souvent, on retrouve une métaphore qui est patrimonialisante, qui est le fait que les données, c'est de l'or en barre, parfois même nos autorités qui dirigent les hôpitaux pensent qu'ils ont une mine d'or, qu'ils vont pouvoir créer immédiatement de la valeur avec ces données. Foi d'enseignants, j'abuse certainement souvent d'analogies, de blagues de mes étudiants, mais c'est toujours avec un objectif pédagogique et de formation. Et cette métaphore qui assignerait les données de santé à un objet matériel, elle est particulièrement fausse, et pour moi c'est une impasse. Et donc, dans les tribunes du Figaro, plus récemment, je m'en étais fait l'écho en disant mais peut-être qu'il faut repenser la production des données de santé. Et ce terme de production a déjà des connotations souvent un peu matérialistes, et pourtant, eh bien, en prenant le mot, cette production, je dis ah mais en fait production, c'est plutôt production, s'il y a des producteurs de données de santé, c'est vraiment plus au sens musical qu'au sens agricole. Donc quand on parle de production de données de santé, il faut penser production cinématographique, comme une pièce de théâtre, comme une symphonie. Dans une pièce de musique, dans une pièce de théâtre, il y a un texte et il y a des gens qui les interprètent. Il y a des gens comme ce soir qui vont déployer des moyens techniques pour capter, pour enregistrer le son, pour le projeter. Et donc ça c'est intéressant parce que ça montre que finalement, la valeur des données de santé, bien sûr il y a un patient qui est à la racine de ces données, mais finalement elle résulte de toute une chaîne de contributions multiples. Indéniablement, ces données, elles concernent un patient, il est à la racine de ces données. Et pourtant, c'est aussi le fruit du travail de soignants, c'est aussi la réinterprétation, le stockage, la mise en sécurité par les informaticiens, le codage ou le recodage par des épidémiologistes ou des data scientists. Et donc, c'est en prenant conscience de cette multiplicité des contributions dans la chaîne de valeur des données que peut-être on arrive à penser une organisation un petit peu différente. Eh bien, nous, à Nantes, ça s'appelle la clinique des données. Et donc, vous voyez que si les données ont besoin d'une clinique, c'est bien qu'il faut les traiter, peut-être bien les traiter, bien les retraiter. Et donc, c'est une structure dont la CNIL nous a autorisé à déployer en juillet 2018, et qui est une structure qui est dédiée à la réutilisation des données qui sont issues du soin au CHU Nantes. L'ensemble, la vocation de ce service, c'est bien de remettre en circulation l'ensemble des données issues du soin. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question de technique, ce n'est pas une question d'informatique. C'est d'abord une question de gouvernance. Un bien gros mot pour dire comment dans l'établissement nous nous organisons pour que des données qui sont finalement le fruit de l'activité de tous peuvent être mises à disposition pour être réutilisées. On a, et en particulier en français, une tendance très possessive. C'est mon patient, mon chirurgien, ma tumeur, mon département, mon laboratoire. Bon, ben, en fait, c'est pas, on ne possède pas, c'est pas mon patient. Non, c'est un patient particulier. Et puis, le soin qui lui est prodigué, ben, il résulte autant des biologistes qui font les analyses, du chirurgien qui a opéré la maladie, que des soignants qui s'occupent. Donc, première attention, vraiment dans cet ordre, la gouvernance des données. Comment est-ce qu'on met en place une gouvernance à l'échelle de l'établissement pour respecter les uns et les autres et peut-être les patients en tant que les soignants? C'est évidemment un respect du droit des patients à s'opposer à l'utilisation des données à des fins de recherche
parce que ce sont des données qui les concernent. Je n'ai pas dit leurs données, je dis ce sont des données qui les concernent. Ils ont un droit, sans se justifier, à s'opposer à ce que leurs données soient utilisées. Eh bien, ce droit, ils le respectent. Et si vous êtes un patient au CHU, donc je vous invite à écrire à vos données personnelles à chu-nantes.fr, eh bien, on retirera vos données des études à visée de recherche. Et on s'en était fait l'écho, puisque j'avais relevé la gageure de dire qu'on s'appuierait sur des articles que je ferai ce soir. On s'en était fait l'écho jusque dans les tribunes de Ouest France, mais aussi du journal de la région de Pays-de-Loire, simplement pour dire ça. Pour dire, vous êtes patient, vous n'êtes pas sur CHU, si vous ne voulez pas que vos données soient utilisées à des fins de recherche, eh bien dites-le, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Et enfin, et seulement enfin, c'est un enjeu technico-scientifique, ce sont des questions scientifiques, des données, comment on les réalise. Alors, en une diapositive, ça se traduit par une organisation de service que j'ai l'honneur de diriger, et bien, a mis en place cette organisation à l'intérieur de l'établissement. Notre point de départ, c'est toujours une question scientifique, c'est toujours un usage des données. Pourquoi, quelle serait la question, et est-ce que j'ai accès à des données qui permettent de mieux répondre à cette question? Ces requêtes, ces questions de départ, elles sont enregistrées sur un portail. L'ensemble des utilisations potentielles de recherche sont inscrites sur un registre disponible publiquement, je vous encourage à le consulter. Et chacune de ces questions fait l'objet d'un arbitrage collectif, jamais seul face aux données. Eh bien, toutes les semaines, et c'est eu lieu ce matin à 10h avant que je parte pour Toulouse, eh bien, nous revoyons les demandes qui sont faites pour utiliser des données. Et si nous n'arrivons pas à les arbitrer parfois, eh bien, nous faisons appel à d'autres collègues et à l'échelon régional et national pour arbitrer la légitimité de la question. Cette organisation, elle permet en fait une inscription au registre, ça permet de vérifier que les données des patients qui seraient utilisées sont bien des patients qui ont été informés de l'existence de cet entrepôt de données de santé, qui ne se sont pas opposés aux réutilisations. Et le travail de mon équipe, eh bien, c'est de dire, on va aller chercher dans l'entrepôt de données le sous-ensemble, juste les informations qui sont nécessaires pour répondre à la question posée. On est bien à nouveau sur une mise en œuvre du principe de parcimonie, et c'est ce sous-ensemble, souvent de manière déidentifiée, qui est mis à disposition des investigateurs. Et la partie verte, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, est une partie, elle, pour le coup technique. Comment est-ce qu'on récupère l'ensemble des données du soin pour un établissement qui, comme au CHU Nantes, comme à Toulouse, est le plus gros employeur de la région, avec 13 000 salariés qui contribuent à la délivrance des soins. En pratique, ça veut dire quoi? En pratique, ça veut dire des données sur 1,5 million de patients. Ça veut dire un demi-milliard de données structurées et à peu près 34 millions de documents textuels qui ont été produits par le soin. Vous savez, chers collègues, je vous remercie d'avoir laissé, etc. Je la renvoie en consultation, après c'est un examen radiologique, La finesse du raisonnement, le détail de l'analyse, il est présent dans ce texte. Il est moins présent dans des données qui ont été structurées. Bien, ces données-là, elles deviennent, grâce aux outils technologiques, accessibles à nos interrogations. Et donc on peut aller extraire ces informations. Et donc au CHU Nantes, depuis 2018, eh bien, ce sont plus de 400 projets qui ont permis, une partie finalement à susciter l'exploitation d'un sous-ensemble de ces données pour identifier des patients avec une pathologie particulière, pour extraire des données et en faire une réanalyse, pour s'interroger sur l'évolution des populations de patients que l'on traite. Pour ne pas vous laisser sur votre faim et vous montrer un exemple finalement concret de l'utilité, puis finalement assez simple, je voulais vous partager cette fois-ci un exemple qui est issu de nos travaux de recherche avec mes 3 enfants qui se sont prêtés ici pour la photo avec 2 garçons avec leur petite fille, avec notre petite fille. Eh bien, comme un papa moderne, je l'emmène chez le pédiatre. Et depuis très longtemps, les pédiatres, c'était déjà vrai à votre époque, les pédiatres vous pèsent et vous eh bien, le médecin va dire ah, regardez, je sors une courbe, un espèce de truc sur papier millimétré, eh bien, il va dire ah, votre enfant là, il est dans le top 2% des gros enfants. Il faut arrêter de le nourrir. Ou au
contraire, il est dans le top 10% des ceux qu'on parle. Il ne faut pas hésiter, il faut chercher un peu le biberon. Eh bien, cette idée-là, elle est incroyable. Hein, donc, j'espère que vous la voyez bien à l'écran. Eh bien, nous, on s'en est saisi pour la sclérose en plaques, mais elle est particulièrement complexe à traiter, pour laquelle on a beaucoup d'options thérapeutiques et des évolutions qui sont très variables. Vous voyez finalement cette idée empruntée au pédiatre. Peut-être qu'on peut en faire une version un peu plus moderne, pas sur papier millimétré, mais plutôt sur finalement une tablette ou une interface informatique qui représente ce fameux troisième pôle de données objectives. Et on s'est dit, il va falloir le patient maintenant, systématiquement, on va représenter sa trajectoire dans le contexte de la distribution des trajectoires des autres patients. Donc on a cette forme de solidarité qui s'instaure entre les patients. J'utilise le savoir, les données accumulées sur tous les autres patients pour mieux évaluer comment un patient se comporte et peut-être faciliter la prise de décision. Le plus important, ce n'est pas la comparaison en elle-même, c'est la capacité à moduler cette comparaison. À dire, ah oui, mais vous, si je vous compare avec les patients avec tel traitement, eh bien vous êtes une femme, je vous compare qu'avec les femmes. Et c'est cette préhension de l'outil informatique qui finalement donne de la puissance à l'outil. Et s'il y a un sens à ces questions de big data, eh bien, il s'agit bien de les incarner dans la capacité à accéder à de l'information à la demande et de faire des calculs avec ces données, mais toujours à la demande. Donc dans nos travaux aujourd'hui, ça prend la forme de différentes applications. Vous avez pris ici une autre capture d'écran où on compare finalement un sous-ensemble de patients et leur risque d'avoir l'apparition de nouvelles lésions d'origine immunitaire et inflammatoire dans le cerveau au bout d'un an, quand on est sans traitement à droite et avec le traitement à gauche. Et on peut affiner ces comparaisons en fonction des sous-populations qui sont pertinentes pour ce patient. Et on voit bien que le point de départ, ce n'est pas un sous-ensemble où on ne traite pas les patients en moyenne, ce sont les caractéristiques individuelles du patient pour lequel on doit prendre une décision, on appelle chez nous patient d'intérêt, patient of interest. Ce sont ces caractéristiques individuelles qui déterminent, on ne sait pas à l'avance, qui on va aller chercher dans la base de données pour pouvoir faire et construire cette comparaison. Et bien, cette idée, on l'a prolongée aujourd'hui dans un grand projet avec 14 partenaires, le projet Primus pour la sclérose en plaques, qui vise à développer un outil d'aide à la décision, un Clinical Decision Support System, qui va permettre au neurologue, au cours d'une consultation, de partir des caractéristiques d'un patient individuel, un patient of interest, pour visualiser l'ensemble de ces données, y compris les données d'imagerie, d'utiliser des outils qui sont finalement des algorithmes collaboratifs, d'intelligence artificielle ou non, et qui vont permettre de sélectionner des patients de référence qui sont pertinents. Et aujourd'hui, on a travaillé avec l'industrie pharmaceutique, avec les hôpitaux, pour accumuler de données sur plus de 12 000 patients, en accord avec la réglementation, pour finalement donner à cet outil informatique toute la place qu'il a dans la décision, et donc le traiter comme un dispositif médical à part entière. Donc c'est un projet qu'on vient juste de commencer, mais qui s'appuie déjà sur un certain nombre de prototypes que l'on a pu faire. Dans ce travail, hein, c'est finalement l'incarnation de ce que je voulais vous dire un petit peu en conclusion. Et qu'effectivement, il y a des risques de prise en otage, mais c'est aussi certainement l'opportunité d'une solidarité. Une solidarité qui passe par le partage des données. Et cette solidarité, on s'en était fait l'écho avec des start-upers à l'époque, on vient grandi depuis, qui ont mis en place un nouveau système d'assurance, l'assurance Alan. Et on a dit, voilà, peut-être que finalement le but ultime d'un système assurantiel, d'un système de santé, c'est d'organiser, dans le respect de la législation, dans le respect de la vie privée du patient, la recirculation, la réutilisation des données qui sont créées par le soin. Donc cette solidarité, hein, c'est certainement le développement d'une culture des données, de ne pas être trop naïf dans nos interactions, dans l'utilisation de la donnée. C'est le développement de ces entrepôts de données de santé. Il s'agit bien d'ouvrir les données, mais ce n'est pas open bar, de s'ouvrir à des usages secondaires, de permettre la création de valeur
à partir de l'utilisation, la réutilisation des données de santé. Là aussi, bien, on a besoin d'une organisation, on a besoin du contexte autour de ces données. Donc ces données, elles ne parlent pas d'elles-mêmes. Et dans l'organisation autour de l'exploitation de ces données, on ne peut pas être seul face à ces données. C'est vrai pour les patients. C'est vrai aussi pour ceux qui exploitent les données. Donc la clinique des données répond finalement à cet enjeu, vraiment au effort qu'il faut prendre soin des données, organiser une gouvernance des données, se centrer sur les usages des données, et peut-être de la recherche. Et c'est certainement une opportunité pour réinventer des solidarités nouvelles, des solidarités qui placent encore une fois l'usage des données et le respect de ceux qui y contribuent au centre du jeu. Et sur cette conclusion, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Une question au milieu, Emmanuel. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. C'était lumineux et surtout, vraiment, ça mène à réfléchir à beaucoup de choses. Mais je voulais faire peut-être une petite remarque un peu provocatrice pour commencer. En fait, tu as répété plusieurs fois que les données ne représentaient pas l'ordre de demain, que ce n'était pas quelque chose de monétisable, etc. J'ai envie de dire que c'est un peu naïf parce que malgré tout c'est très aspirationnel. Bien évidemment, je suis parfaitement d'accord avec cette idée et je suis parfaitement d'accord avec l'objectif qu'il faudrait atteindre qui serait celui-là, y compris de proposer de nouvelles formes de solidarité. Il y a quand même des structures qui sont aux abois, qui sont au coin du bois. Un certain nombre de GAFA et d'autres types en fait, de grandes structures qui pensent que la donnée est quand même malgré tout l'Eldorado de demain et en tout cas qui font déjà des transactions massives pour le coup autour de ces données. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas et alors, dire qu'on ne veut pas de ce modèle, je suis complètement d'accord avec toi. Après, voilà, ne pas quand même naïvement penser que ça n'existe pas. Je voulais juste savoir, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'il y a quand même, on a plein d'expériences, notamment en la génomique, que tu connais aussi bien que moi, où il y a eu des fichiers massifs aux États-Unis qui ont été vendus à des structures et qui ont déjà été acquises de manière à peu près non éthique quand même, et qui ont ensuite été revendus. Donc voilà, comment on fait pour se prévenir de ça? Alors, c'est une très bonne question, hein. Merci. Et effectivement, je crois que dans la tradition anglo-saxonne, il y a une tendance à toujours réduire un objet à sa valeur marchande. C'est souvent pris pour du pragmatisme, on en dit quelque chose dans la tribune du Monde. C'est peut-être une autre naïveté, même si ça produit économiquement des effets. Je pense que ce n'est pas pour autant qu'il faut ni le nier, ni finalement dire que c'est le seul modèle à suivre. Je crois que la génomique aussi est extrêmement intéressante parce qu'elle souvent elle a été un peu pionnière, on va dire, sur les aspects massifs. On s'interroge encore beaucoup sur la notion ou l'intérêt d'avoir accès à des tests génétiques en accès libre. Notre tradition médicale européenne, c'est plutôt un accès médié à l'information. Et on retrouve ça, en fait, à travers ces cours et ces enseignements, ce que je dis à nos futurs médecins, c'est que, paradoxalement, dans une médecine qui est de plus en plus technique, de plus en plus complexe, avec effectivement beaucoup plus de données, avec des enjeux économiques qui sont majeurs, on ne peut pas les nier, paradoxalement, ils sont encore plus appelés à être humains. C'est-à-dire à être un médiateur avec cette connaissance forte et à considérer le patient avec tout ce qu'il est. Maintenant, l'enjeu, il est aussi sur qu'est-ce que l'on veut faire de ces données, quel modèle de société on veut construire, et ça en passera certainement aussi par la loi et par ses évolutions. Et peut-être qu'effectivement, on aura fera probablement des allers-retours et des erreurs. Le dernier point quand même, c'est que
effectivement, les GAFAM, elles ont beaucoup d'informations. Elles dominent absolument le marché dans certains domaines. C'est un peu moins le cas dans la santé. Un peu moins, pas encore. Et ça pose de vraies questions de souveraineté vis-à-vis des opérateurs, c'est-à-dire des gens qui branchent les tuyaux. Effectivement, de la maîtrise des tuyaux à la maîtrise du contenu des tuyaux, il y a un capa qu'il ne faut pas franchir. Aujourd'hui, alors, moi je suis particulièrement bien placé pour en parler, puisqu'on a non seulement la clinique des données, mais un réseau d'entrepôts de données dans l'ensemble des hôpitaux universitaires du Grand Ouest, c'est-à-dire les CHU de Brest, Rennes, Angers, Tours. Quand on fait des travaux ensemble, on les met sur une plateforme qui n'est pas une plateforme confiée à un opérateur étranger. Et loin de moi d'y aller confier au CHU de Nantes, qui n'a pas spécialement un département informatique pléthorique et particulièrement bon. Pour autant, on a considéré que ce n'était pas un enjeu technique, que c'était un enjeu de perception et donc peut-être de respect vis-à-vis de nos patients. Et donc les données, elles sont hébergées chez nous en petite quantité, avec des petits moyens, des trop petits moyens, mais hébergées chez nous quand même. Et je crois que c'est un très bon exemple de comment est-ce que le technique, finalement, est subordonné aux politiques ou aux enjeux qui sont les nôtres. Bonsoir, merci pour l'exposé. Je voulais revenir sur la notion de culture de la donnée que vous avez abordée au début. On avait dit qu'il faut que les gens acquièrent cette vision, cette perception de ces problématiques. Mais il y a deux choses qui télescopent complètement cet objectif. C'est un peu la pratique quotidienne. La plupart des gens qui mettent plein de données dans la nature, des données très personnelles en plus, et en considérant presque pourquoi je ne les mettrais pas, j'ai rien à cacher. Et puis c'est un peu le discours de l'État aussi. Parce que l'État n'est vraiment pas vers là-dessus, parce qu'il capte des données de manière massive, parfois sans demander l'avis des personnes. Et d'un point de vue de la gestion, par exemple, des entrepôts de données, je dirais, les gros entrepôts de données comme le Health Data Hub, peut s'interroger un peu sur l'attitude de l'État qui a fait un pas de deux, marche avant, marche arrière, avant de modifier un peu sa stratégie. Donc globalement, oui, culture de la donnée, mais on a l'impression que c'est un peu un courant minoritaire, parce que en fait, tout le monde dit, en plus, il y a une pression pour dire qu'il y a du business à faire derrière, comme personne ne le disait derrière. Donc globalement, lutter pour maîtriser la dissémination des données, c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de forces qui s'opposent à ça et qui ont des gros moyens. Et le patient, dans le milieu, il est un peu dépossédé de sa capacité de décision. Moi, regardant un peu ce sujet-là, intéressant, c'est que je trouve que la situation n'est pas très bonne. Je suis d'accord avec vous, je vais peut-être y répondre en deux temps. Il y a une première opposition qui est celle de la réponse toute technique et pour répondre aux cyberattaques, on va acheter des plus gros ordinateurs, ils vont être plus sécurisés, on va mettre des plus longs mots de passe et on va échanger plus souvent. Vous allez comprendre que j'y crois pas trop. Peut-être d'abord parce qu'on n'a pas les moyens, mais ce dont on ne sait pas donner les moyens, c'est plutôt le facteur humain dans l'affaire. C'est que si vous changez de mot de passe tous les 6 mois et qu'il finit sur un post-it sur l'écran, comme ça pourrait peut-être arriver dans certains établissements universitaires, le risque il est là. Donc c'est peut-être cet aspect-là, moi, d'abord, qui je pense important dans ce que vous évoquez, c'est cette dichotomie entre un tout technique et puis il est finalement l'être humain et le risque qu'il peut faire. Mais de ce point de vue-là, les établissements de santé américains sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Vous ne touchez pas à une donnée si vous n'avez pas été formé. Et tous les 2 ans, vous êtes reformé à la sécurité informatique au caractère sensible des données, comme un vaccin avec des rappels. Alors, ça a ses vertus, ça marche. Ça a aussi un enjeu très fâcheux qui est en fait une question de responsabilisation, y compris sur le plan légal. C'est-à-dire que si vous êtes responsable d'une fuite de données, vous avez été formé, vous avez été reformé, vous êtes responsable individuellement. Ce ne serait pas tout à fait la même notion de faute dans notre
Donc ça, c'est dichotomie culture humaine, culture technique, et on ne peut pas tout confier à la technique. Et après, vous posez une autre question qui est intéressante, et cette fois-ci, je vais répondre de manière technique. On a peut-être parfois dans l'idée qu'on est obligé de centraliser. Donc pour que ce soit efficace, il faut faire gros et centralisé. Si vous faites gros et centralisé, c'est aussi un risque. Et c'est une des interrogations autour de la concentration des données de santé dans un hub national. Alors, moi j'ai une formule qui vous semblera peut-être une pirouette, mais qui est de dire aussi centralisé que possible, parce qu'il faut être efficace, mais aussi décentralisé que nécessaire. Et souvent, nos entrepôts de données, eh bien, on a besoin du contexte dans lequel naît la donnée pour la comprendre. Avant-hier, je parlais avec mes collègues du service d'addictologie. Dans les échanges qu'on a eus, ils ont dit ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes pratiques d'écriture des comptes rendus. Il n'y a pas de jugement de valeur des uns vis-à-vis des autres. Ils n'ont pas les mêmes pratiques. Si vous n'avez pas cette qualité de dialogue avec eux, vous ne pouvez pas interpréter les données. Donc ça plaiderait plutôt en faveur de la décentralisation. On peut aussi centraliser parce que c'est efficace. Et on a aussi des moyens techniques qui permettent justement de ne pas centraliser. Aujourd'hui, on sait très bien faire des calculs avec des bases de données qui sont distribuées. Donc ce sont les algorithmes qui voyagent et pas les données. Pour moi, c'est un enjeu de gouvernance des données. Donc on décide d'utiliser la technique. On dit non, ce qui est important pour nous, c'est que les données elles restent chez ceux qui ont la responsabilité juridique, un partenaire public, un partenaire privé par exemple. Eh bien, pour moi, c'est un enjeu de contrôle. Tu n'es pas obligé de me laisser centraliser les données et finalement de perdre une capacité de contrôle sur comment sont utilisées les données. Donc les données restent chez toi et moi je les fais interroger à distance. Si tu vois ce qui se passe et si tu n'es pas content, tu coupes le tuyau. Donc là, j'aime bien cette figure-là parce que là, ça veut dire que la technique permet d'ouvrir des nouvelles perspectives. On n'est pas obligé de centraliser. Ce n'est pas une obligation pour être efficace. Et on peut asservir la technique à peut-être un objectif noble qui est de dire je veux te laisser le contrôle des usages qui sont faits des données qui ont été générées dans ton établissement, de ta responsabilité. Si vous poussez à l'extrême, on pourrait imaginer que chaque individu serait sa propre base de données et qu'il pourrait contrôler les accès qui sont faits aux données dont il est à l'origine. On peut imaginer des scénarios plus complexes. Moi j'ai deux questions. Il y en a une qui rejoint un aspect qu'on avait déjà abordé dans la discussion, qui est, tu as commencé au début de ton topo sur les cyberattaques. Donc derrière les cyberattaques, s'il y a des gens qui prennent la peine de monter une attaque, c'est cette idée que c'est la mine d'or. Donc à la fois il y a une espèce de contraste entre le manque de moyens évidents des hôpitaux et le fait qu'ils sont dépositaires de données qui sont considérées comme mines d'or. Donc comment tu te... Il y a deux mines d'or. Il y a celle qui est en fait le marché de toutes les cyberattaques. Et vous êtes cyberattaqué, vous êtes bloqué dans votre activité économique, vous perdez des millions, soit en production, soit en production de soins ou en décès. Donc vous êtes en panique et donc vous payez peut-être moins que ce que vous perdez, donc vous payez. Donc ça, c'est finalement moins les données qui sont ciblées que leur mobilisation dans une activité. Et c'est souvent ça que cherche la cyberattaque. Et après, il y a également sur le dark web, il y a un marché noir des données de santé. Et par exemple, on peut le dire, les patients qui sont sous tutelle, sous curatelle, sont des cibles particulièrement haute valeur. Pourquoi ? Parce que derrière, à partir des informations identifiantes de ces personnes, eh bien, des opérations économiques vont être éventuellement faites en récupérant les coordonnées bancaires, les médicaments, etc., les cartes vitales. Donc il faut toujours bien démonter l'usage qui est derrière et le modèle économique, y compris quand il s'agit de celui des cyberattaques. Ma deuxième question, c'est, je suis un patient, je suis prêt à partager des données pour les effets de la médecine du futur et actuel, et comment je fais pour savoir ce qui est fait avec mes données? Parce que ça m'intéresse quand même. Alors vous allez sur le registre des études du CHU de Nantes qui explique en une ou deux phrases relativement compréhensibles et qui expose l'ensemble des usages que l'on fait des données.
Et juste à côté, il est rappelé que vous pouvez écrire sans vous justifier à vos données personnelles à chu-nantes.fr pour que l'on vous retire de la base de données pour tous les projets à des fins de recherche. Vous n'aurez pas à vous justifier. Aujourd'hui, on a presque alors, c'est une formation qu'on a fait, on a beaucoup rendu public il y a 4 ans. J'aimerais bien qu'on recommence une campagne publique pour ne pas vous informer. Avoir une démarche un peu proactive. Aujourd'hui, on a finalement très peu d'opposition. Quelques dizaines ou tout au plus par mois, et dont certains de gens qui ne sont pas des patients du CHU Nantes. Mais vous êtes sûr que vous êtes patient chez nous, parce qu'on ne vous a pas retrouvé, donc on a tendance pour le coup à mettre en cause notre propre infrastructure. En fait, ma question, c'était, tu veux bien que mes données soient utilisées pour la recherche, mais pas pour cette recherche. Est-ce que ça peut aller, je ne peux pas du tout retirer les données, mais je voudrais pouvoir m'opposer à un certain type de recherche, mais pas à d'autres. Je peux faire ça? Alors aujourd'hui, nous on le fait systématiquement pas du tout, mais ça peut être la manière dont vous exprimez votre position. Nous on a eu, alors peut-être parce qu'on a fait partie du tout premier entrepôt en région qui a obtenu une autorisation CNIL, on a peut-être été un petit excès de zèle. On a beaucoup réfléchi, je ne sais pas si c'est un zèle qui trop réfléchir, mais à quels étaient les patients, quel que soit ce qu'ils vont exprimer, on va exclure les données. Pour un exemple très simple, tous les soignants du CHU Nantes sont exclus par définition de l'entrepôt de données analysé recherche. Parce qu'on s'est dit, mais si un personnel CVHH et que tout d'un coup il a accès à la formation d'un collègue, ben on a un problème. Avec le Pôle-Anticipé. Voilà, il y avait plein de cas pratiques, y compris les sportifs, les athlètes politiques, les artistes, etc. On a essayé, on a peut-être été un petit peu loin dans ces exclusions, y compris en ne choisissant pas un type d'objet particulier. Merci pour votre exposé. Je me posais comme question, est-ce qu'on en est à tel présent en fait dans l'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle dans la pose de diagnostic? C'est-à-dire on entend parler de tas de choses, de métavers, on nous dit que les médecins bientôt resteront comme les pilotes d'avion, ils auront un avatar, permettront de simuler des chirurgiens, ils sont en train de comme ça sur des simulateurs et des choses comme ça. Bref, à tel présent, depuis janvier 2023, on en est où effectivement de l'utilisation des outils informatiques, l'utilisation de toutes ces données pour la pose de diagnostic? Alors, il n'y a pas beaucoup d'algorithmes qui ont une valeur diagnostique et qui ont fait jusqu'au bout la démarche, c'est-à-dire d'être certifiés en tant que dispositif médical. Il y en a, il y en a de plus en plus, mais il y a quand même loin de la coupe aux lèvres entre le potentiel d'un algorithme et voir sa publication scientifique. Et bah oui, on arrive à faire peut-être mieux que l'être humain, c'était pas si étonnant que ça. Et notre capacité à conformer ces algorithmes à une réglementation qui est assez exigeante, et c'est normal, sur les dispositifs médicaux et l'impact que ces algorithmes auraient dans la décision médicale. Pour autant, ça arrive. Alors moi, je pense qu'on met trop l'accent sur le diagnostic en lui-même et qu'il y a bien d'autres algorithmes qui pourraient participer d'une autre manière à la prise de décision médicale. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, par exemple. Est-ce qu'on n'a pas des algorithmes qui seraient plus faciles pour accompagner le médecin, le soignant, dans la nécessité d'obtenir une information complémentaire? Ou bien dire au contraire, là, sur une information redondante, il y a peut-être des économies à faire, puisque l'impératif a trouvé aussi un modèle économique par derrière qui sont en cours. Pour autant, ça arrive. Alors ça, vous évoquez des algorithmes qui finalement arrivent vraiment en bout de chaîne de l'application. Il y a en fait bien des applications plus en amont de notre entrepôt de données. Alors, j'ai plus ce genre d'exemple à vous donner aussi, mais on les utilise tout simplement pour aller chercher l'information, pour interpréter le langage naturel. Ça, ce sont des choses qu'on fait maintenant quasiment en routine. Ils n'ont pas un rôle dans le diagnostic, ils ont un rôle dans la structuration, dans la mise à disposition des données issues du soin. Ça pose beaucoup de questions
alors le mot apprenant, à chaque fois qu'on parle d'attaque, il faut toujours se méfier des mots. Cyberattaque, on a dit ça, c'était pas une vraie attaque au sens militaire du terme. Intelligence artificielle, le mot est catastrophique. Et algorithme apprenant, forcément, on a toujours une vision un peu anthropocentrique du terme, mais qu'est-ce qu'il apprend vraiment? Ce qui est sûr, c'est qu'il peut modifier sa règle avec son fonctionnement. Ça, c'est intéressant, scientifiquement. C'est catastrophique du point de vue réglementaire. En santé, pour valider quelque chose, on le fige. On ne change pas une molécule d'un médicament. On peut avoir l'idée de l'améliorer, on ne la change pas. On ne change pas sa dose, ou en tout cas selon des règles préétablies. Donc on a vraiment ce problème de validation de ces algorithmes, de ces boucles fermées, et la législation, là aussi, elle est en train de se construire. Peut-être même qu'elle se construira pour l'intelligence artificielle dans son ensemble dans la société, sur la base de ce qu'on aura validé dans le domaine de la santé. Peut-être aussi que vous avez un droit à savoir que vous faites l'objet d'une opération qui est issue d'une intelligence artificielle. C'est pas toujours si clair que ça. On peut recevoir des mails ou des échanges de mails ou de chats qui ont été générés automatiquement. Je pense que là aussi, principe de transparence, principe de parcimonie, quels sont les usages, c'est la voie vers laquelle on doit aller parce que ce ne sera pas soutenable autrement. Moi, j'en ai encore une. Tu as parlé des usages à l'épidémie. Alors ma question c'est là-dessus. Est-ce que le type de données auxquelles on a accès maintenant, c'est autre que des données structurées via des essais cliniques ou des études épidémiques bien construites, disons, pré-pensées? Est-ce que ça crée des biais que l'épidémiologie classique ne sait pas détecter? C'est une bonne question. En général, je réponds à l'inverse. Je dis que l'habitude d'aller détecter des biais de toutes sortes, qui est une quasi-obsession de l'épidémiologie, et c'est une bonne obsession, elle s'applique parfaitement bien à ces données qui sont certainement massives. En tout cas, c'est un bon vaccin, un espèce de mirage qui dirait que de toute façon, la quantité va compenser les biais. Donc ça, c'est pas vrai. Au contraire, de toute façon, des biais, il y en a tout le temps. Nos CHU sont de toute façon déjà eux-mêmes biaisés dans le recrutement de la population qu'ils représentent. Je crois que ça met l'accent sur la diversité des études et des analyses qu'il faut faire pour essayer de mieux les caractériser. Et ça, l'intelligence artificielle, les algorithmes qui donnent beaucoup de calculs, en fait, le montrent assez bien. Et ça relève peut-être aussi de la prise de conscience de ce qu'on était avant en dizaines de données, je n'ai pu rire à cette expression, mais c'est vrai que pour le peu de données auxquelles on avait, on est très concentré sur les données en biais. En fait, aujourd'hui, on peut se passer d'une partie, voir si on utilise la moitié, ou on peut taper un peu dans les données, voir ce que c'est vrai aussi pour les outils de calcul. Avant, quand le calcul était fait à la main, il était compliqué à faire à la main. Aujourd'hui, c'est pas très écologique, le calcul ne coûte pas cher. Et donc on peut faire plein de calculs dans différents sens pour essayer de mesurer un peu mieux ces biais, de mettre au défi, de mettre à l'épreuve ces données. Et je pense que ça, c'est la culture d'analyse de données épidémiologiques dans le domaine de la santé en particulier, qui est particulièrement pertinent. Il y a certainement des nouveaux biais, je penserais plus à ceux qui disparaissent. Avant, on savait qu'on était l'objet de recherche, donc il y avait des biais de conscience, que ce soit chez les patients, chez les soignants. Il y a des biais d'exhaustivité, c'est certain. Est-ce qu'on a théorisé des nouveaux biais? Pas à ma connaissance. On a beaucoup parlé donc des risques de ces données par rapport à l'extérieur, les GAFAM, les assurances, les tutelles, enfin, vous en avez évoqué plusieurs. Et ce qui, je dirais après, ce qui m'amène à poser cette question, mais est-ce qu'il ne faudra pas aussi mettre en place une protection de ces données vis-à-vis des autorités de tutelle? Alors pourquoi je pose cette question? Parce qu'en général, on ne se méfie pas aussi fort de l'intérieur que de l'extérieur. Récemment, on a vu dans d'autres types de données que les vôtres, les ARS
interrogé les pharmaciens et ça a donné lieu à des comparutions devant l'ordre des médecins de docteurs qui avaient prescrit dans l'usage, le déploiement normal de leur serment d'Hippocrate. Et là, on a une anomalie de l'usage de données. Est-ce que dans votre milieu, il ne faudrait pas, ou est-ce que vous avez peut-être déjà fait, une mise en place de protection vis-à-vis de l'intérieur, c'est-à-dire des autorités de tutelle? Il me semble qu'on n'a pas abordé du tout cet aspect-là. C'est une bonne question. Je pensais garder une distinction pour une prochaine conférence, une prochaine invitation, mais du coup je vais l'utiliser pour répondre à votre question. Il y a aussi deux temps là que je prends en confond beaucoup ou trop souvent. Dans un premier temps, dans l'exemple que vous prenez, c'est existe-t-il des praticiens, des prescripteurs au comportement anormal? Je vous remercie, on est exactement dans l'un des 7 usages que j'ai listés. Ça, c'est une analyse qui, dans un premier temps, n'incrimine ou ne pose pas un jugement, n'appelle pas à un acte ou à une condamnation ou à une mesure rectificative, ce que vous voulez, ces individus en particulier. Ça veut dire que, finalement, quand vous analysez ces comportements, même ces comportements anormaux et marginaux, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'identité de tel ou tel médecin qui serait incriminé. Donc, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'utiliser des informations qui révèlent l'identité de la personne. Et donc ça, c'est vrai de manière beaucoup plus générale. Il y a vraiment deux temps. Il y a développer un algorithme d'analyse qui va avoir une vérité en population, entraîner un algorithme diagnostique. Il n'a pas forcément besoin d'avoir une donnée qui touche à l'intimité, à l'identification de la personne. C'est pas un champ tout à fait nouveau, mais je pense que c'est un champ d'avenir, ce que l'on appelle les données synthétiques, qui sont des données qui sont avérées comme non personnelles et qui permettent de faire des conclusions comme celles que vous évoquez, y compris quand on va regarder aux marges du jeu de données. Bon, une fois que vous avez fait cette analyse sur les données que je vais qualifier de non personnelles, vous avez un savoir. Et il y a un autre temps qui n'est pas forcément immédiat, qui est de savoir si vous voulez agir, y compris avec la légalité de ce que représente cet agir. Et dans ce cas-là, on est dans l'application d'un algorithme ou d'un enseignement à un cas particulier. C'est pour ça que la distinction que j'introduisais tout à l'heure entre finalement mon patient d'intérêt, celui auquel j'applique un nouvel outil pour lequel je prends une décision, elle est extrêmement importante de distinguer du patient qu'on a appelé patient de référence. Ça pourrait être le même, ça pourrait être la même donnée, mais dans un cas, il fait l'objet de l'application d'un algorithme pour lui-même, c'est une utilisation personnelle de l'algorithme. Dans l'autre cas, c'est une utilisation pas du tout personnelle. Le patient, on le remercie, mais il nous permet, il va contribuer à une moyenne, il va contribuer à une analyse en groupe. Et vous voyez, ça, c'est des distinctions, je pense qu'on ne les fait pas encore assez bien. Dans le cas que vous évoquez, j'ai l'impression qu'on confond les deux. On pourrait très bien faire l'analyse, on va dire en population, et moi je la ferais bien volontiers sur des données non personnelles parce qu'elles sont potentiellement discriminantes. Beaucoup d'autres exemples à vous partager si vous le souhaitez. Ça, c'est un premier temps. Et il y en a un deuxième qui se dit maintenant, est-ce que je l'applique à un individu réel, physique, je dirais un sujet de droit, qui serait peut-être condamnable. Donc, c'est deux temps un peu différents. Vous voyez, aujourd'hui, on est des naïfs de la donnée, on confond peut-être les deux situations. Merci beaucoup pour votre attention, d'avoir bravé la grève de la